J'ai vendu la maison où j'ai élevé ma fille. La seule maison que j'avais connue pendant 40 ans. J'ai placé toutes mes économies, un demi-million d'euros, entre ses mains, pour qu'elle puisse bâtir son rêve. Je croyais investir dans son avenir. Puis, les appels ont commencé à rester sans réponse. Les nouvelles sur l'entreprise ont cessé. Mais les photos de vacances luxueuses continuaient d'apparaître en ligne. Et une nuit, une seule vidéo qu'elle a postée par accident a révélé la dévastatrice vérité. Une vérité que je n'étais jamais censée voir. Elle m'a traitée de vieille folle, puis elle m'a complètement bloquée. Mais elle a oublié une chose cruciale à propos de cette vieille folle. Elle a oublié ce que je faisais dans la vie pendant 30 ans. Tourner la clé une dernière fois a été la sensation la plus étrange. Ce n'était pas juste une serrure qui se fermait, c'était le son de 40 ans de ma vie scellée à l'intérieur. 40 ans de premiers pas, de dîners de Noël, de genoux écorchés, et d'un mariage heureux, tout contenu entre ces murs. La maison où j'avais élevé ma fille, Amélie. La maison dans laquelle mon défunt mari, Michel, et moi avions mis tout notre cœur. La vendre, c'était comme arracher un morceau de mon âme. Mais quand j'ai regardé le chiffre sur mon compte en banque après la vente, je n'ai pas vu le fantôme de mon passé. J'ai vu l'avenir de ma fille, brillant et lumineux. 500 000 euros. Toutes mes économies, la somme d'une vie de planification méticuleuse et de sacrifices silencieux. Et je savais exactement ce que je devais en faire. Amélie avait toujours été une étincelle, pleine de grandes idées et d'une passion capable d'illuminer une pièce. Pendant la dernière année, son unique obsession avait été son rêve, l'agence créative J. Elle m'avait montré des présentations, des tableurs, et des analyses de marché qui semblaient aussi professionnelles que tout ce que j'avais vu pendant mes 30 ans comme assistante de direction auprès d'un PDG. Elle parlait de « disrupteur le marché », de « synergie de marque » et de « capital social ». Je ne comprenais pas tout le jargon, bien sûr, mais je comprenais le feu dans ses yeux. Je comprenais le rêve. C'est ça, maman, m'avait-elle dit, ses mains jointes par l'excitation. C'est comme ça que je vais marquer le monde. J'ai juste besoin du capital pour me lancer correctement. Pour bâtir une vraie marque, tu ne peux pas commencer petit. Je l'ai cru. L'amour d'une mère est une force puissante, aveuglante, et j'étais complètement sous son emprise. Michel disait toujours que ma générosité était ma plus grande vertu, mais il me conseillait aussi gentiment de m'assurer que je prenais soin de moi. Lui parti, tout ce que je voulais était de déverser cet amour et ce soutien sur notre fille. Alors, j'ai transféré l'argent. La somme entière. Je me souviens avoir regardé l'écran de confirmation, mon doigt tremblant légèrement en cliquant sur « Confirmer ». C'était un acte de foi absolu, un dernier cadeau de ma part et de celle de son père, même s'il n'était pas là pour le voir. J'ai emménagé dans un petit appartement propre d'une chambre de l'autre côté de la ville, me disant que c'était une étape intelligente, temporaire. Je réduisais la voilure, je simplifiais. J'investissais. Quelques jours après le transfert, je l'ai appelée « le cœur débordant d'excitation ». J'imaginais qu'elle serait en plein dans les papiers pour louer un bureau ou en train d'interviewer ses premiers employés. Quand elle a finalement répondu, il y avait un grand bruit indistinct en fond sonore. « Maman, salut, je peux te rappeler ? C'est la folie ici », a-t-elle dit, la voix pressée. J'entendais le bruit d'assiettes et de musique lointaine. Ça ressemblait plus à un restaurant animé qu'à un bureau en devenir. « Oh, bien sûr, ma chérie », ai-je dit, mon enthousiasme dégonflant un peu. J'étais juste si impatiente de savoir comment ça se passait. « Tu as déjà trouvé un local ? » Il y eut une légère pause. « C'est en cours, maman. On est dans la phase de mise en réseau. Il faut construire des connexions. C'est une question d'image. » Son ton était un peu sec, un peu condescendant. « D'accord, bien sûr. L'image, ai-je répété, le mot semblant étranger et un peu ridicule sur ma langue. Eh bien, je ne te retiens pas. Sache juste que je suis tellement fière de toi. Une autre pause. Merci, maman. Écoute, je dois filer, un client potentiel vient d'entrer. Je t'appelle dimanche. Promis. Et puis elle était partie. La ligne a coupé, me laissant dans le silence austère de mon nouvel appartement vide. Je suis restée là un long moment, le téléphone toujours pressé contre mon oreille. Un client potentiel ? Dans un restaurant bruyant ? Ça n'avait pas de sens, mais j'ai repoussé cette pensée. J'étais ridicule. Qu'est-ce que je savais des affaires modernes ? Je venais d'un monde de machines à écrire et de mémos formels. Elle, c'était l'avenir. J'ai déballé les dernières boîtes cet après-midi-là, plaçant la photo encadrée en argent d'Amélie, âgée de 5 ans, sur ma table de chevet. Son sourire était large et innocent, ses bras enlacés autour de mon cou. Je me suis souvenu de ce jour au parc, de l'odeur de l'herbe coupée et de la chaleur du soleil. Une époque plus simple. Je me suis dit que la piqûre que j'avais ressentie à cause de son appel téléphonique n'était que ma propre solitude qui parlait, le choc de ma nouvelle vie tranquille. Elle était occupée. Elle était PDG maintenant. Je devais m'y habituer. Mais tandis que j'étais assise là dans la lumière déclinante de l'après-midi, un petit nœud froid commença à se former au creux de mon estomac. C'était une sensation que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps,
une petite sonnette d'alarme intérieure et silencieuse. J'ai essayé de l'ignorer, d'essayer de me concentrer sur la fierté et l'amour. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déconcertant que la clé que j'avais tournée, la porte que j'avais fermée, n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était le début de toute autre chose. Quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Les appels du dimanche promis sont rapidement devenus une négociation. Au début, ils étaient courts et précipités, se terminant toujours par Amélie déclarant qu'elle était sur le point d'entrer en réunion. Puis, ce sont devenus des messages. Débordé cette semaine, maman. On se parle vite. Bientôt, même les messages ont cessé. Le silence de son côté est devenu plus assourdissant chaque jour, un contraste saisissant avec le monde animé et trépidant que j'avais imaginé pour elle. Mon petit appartement a commencé à ressembler moins à une étape temporaire qu'à un avant-poste permanent et solitaire. Mes tentatives de connexion se sont heurtées à un mur digital, et mes questions sur l'entreprise, sur l'agence créative J, ont été évitées avec une vague agacement qui me faisait me sentir petite et déconnectée. Pour combler le fossé grandissant entre nous, je me suis tournée vers le seul endroit où Amélie parlait encore, les réseaux sociaux. C'était une fenêtre sur son monde, mais la vue devenait de plus en plus troublante. Le premier choc majeur est venu sous la forme d'une photographie. Amélie et son petit ami, Antoine, étaient appuyés contre un cabriolet neuf et brillant, le genre de voiture qui coûte plus que tous mes revenus de retraite sur une décennie. Ils portaient tous deux des lunettes de soleil, affichant ces sourires larges et confiants de personnes qui n'ont aucun souci au monde. La légende disait « Le travail acharné paye ». #CEO Lifestyle, #on avance. J'ai fixé la photo, mon front plissé. Travail acharné ? L'entreprise avait à peine 3 mois. Quel client avait-elle sécurisé pour s'offrir un tel luxe ? Les chiffres ne correspondaient pas dans ma tête, mais je me suis dit que c'était probablement une location, une autre partie de cette image dont elle avait parlé. Quelques semaines plus tard, l'image nécessitait apparemment un voyage au Mexique. Une semaine entière de photos a inondé son fil. Amélie et Antoine trinquant avec des margaritas au bord d'une piscine à débordement, faisant de l'équitation sur une plage de sable blanc, dînant sous un ciel étoilé. La légende d'une photo, les montrant sur un yacht, disait « Voyage de réseau important ». Il faut aller là où sont les clients. #work hard play hard. J'ai regardé autour de mon appartement tranquille, aux simples plats surgelés que j'allais manger. Ce n'était pas du réseau. Pendant mes 30 ans passés à travailler pour l'un des hommes les plus prospères du pays, j'avais planifié des centaines de voyages d'affaires. Ils impliquaient des salles de conférences et des itinéraires, pas des piscines à débordement et des shots de tequila. Une froide terreur, aiguë et acide, commença à monter dans ma gorge. J'ai finalement rassemblé mon courage pour l'appeler. Il a fallu 3 tentatives avant qu'elle décroche. « Maman, j'ai genre 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle dit, la voix impatiente. J'ai pris une profonde inspiration. « Amélie, ma chérie, j'ai vu les photos de ton voyage. Et la nouvelle voiture. Je suis un peu inquiète, c'est tout. Une nouvelle entreprise a besoin de chaque centime pour grandir, et je veux juste m'assurer que tu fais attention à l'investissement. » Le silence de l'autre bout était lourd et plein de jugement. « Oh mon Dieu » a-t-elle finalement dit, sa voix dégoulinant d'incrédulité. « Tu es sérieuse ? Tu essaies de me micromanager ? Après que je t'ai spécifiquement dit que c'est une question d'image ? Tu as une idée à quel point c'est embarrassant d'avoir ma propre mère qui me questionne comme si j'étais une enfant ? C'est exactement pourquoi j'avais besoin de faire ça toute seule. » Chaque mot était une petite, douloureuse piqûre à mon cœur. Elle n'était pas juste sur la défensive, elle était cruelle. Elle a transformé ma sincère inquiétude en une attaque, me faisant me sentir vieille, stupide et autoritaire. Je suis désolée, ai-je bégayé, la voix tremblante. Je m'inquiète. Eh bien, arrête, a-t-elle claqué. Je suis une femme adulte, et je sais ce que je fais. Je dois y aller. La ligne a cliqué. J'ai sombré dans mon fauteuil, le silence de la pièce s'abattant sur moi. Avait-elle raison ? N'étais-je qu'une vieille femme qui ne comprenait pas le nouveau monde ? Assise là, une profonde solitude m'a envahie. Je me sentais invisible. Je me demande combien d'autres se sont sentis ainsi, déversant leur cœur et leur âme dans quelque chose pour ne rencontrer qu'un mur froid et méprisant. Si mon histoire résonne en vous, où que vous soyez, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide de savoir que je ne parle pas dans le vide, et je suis vraiment curieuse de savoir depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez. La fissure finale, incontestable, dans mon déni soigneusement construit est arrivée le jour de mon 68e anniversaire. Une semaine auparavant, je lui avais rappelé, la voix pleine d'espoir et petite, lui demandant si elle aurait le temps pour un simple déjeuner. « Je suis totalement débordée, maman » avait-elle soupiré. « Mais je verrai ce que je peux faire. » Je me suis accrochée à cette mince possibilité. Je me suis réveillée le jour de mon anniversaire et j'ai attendu. J'ai regardé le téléphone toute la journée, me convainquant qu'un appel ou un message arriverait à tout moment. Le matin s'est transformé en après-midi, l'après-midi en soirée.
Rien. J'ai mangé une part de gâteau acheté en magasin toute seule, la seule bougie vacillant dans la faible lumière. Le silence n'était plus une simple omission, c'était une déclaration. J'étais hors de propos. Juste au moment où je me préparais à me coucher, le cœur lourd comme une pierre dans ma poitrine, mon téléphone s'est allumé avec une notification. Mon souffle s'est coupé. Pendant une seconde fugitive, j'ai cru que c'était elle. Mais ce n'était pas un appel ou un message. C'était une nouvelle publication sur ses réseaux sociaux. La photo la montrait avec Antoine, tiré à 4 épingles, tenant des coupes de champagne lors de ce qui ressemblait à un concert ou un gala glamour. Elle avait été postée moins d'1 heure auparavant. La légende, un dernier tour du couteau, disait « Certaines soirées sont faites pour célébrer ». Hashtag on vit notre meilleure vie. Elle n'était pas débordée, elle n'avait pas oublié, elle avait simplement choisi de ne pas s'en soucier. En regardant cette photo, son sourire insouciant, j'ai senti les dernières excuses que je lui avais trouvées s'effriter en poussière. Le nœud froid dans mon estomac avait disparu, remplacé par une certitude à la fois terrifiante et absolue. Quelque chose n'allait terriblement, horriblement pas. La semaine après mon anniversaire fut un flou de gris. La douleur d'être si complètement oubliée par Amélie s'était installée profondément dans mes os, une douleur froide et permanente. J'ai arrêté d'essayer de rationaliser son comportement. Les excuses s'étaient épuisées, ne laissant derrière elles que la vérité crue et laide. Ma fille, mon unique enfant, ne se souciait pas de moi. La réalisation n'a pas apporté la colère, pas encore. Elle a apporté un chagrin si vaste que j'avais l'impression de m'y noyer. Je restais assise près de la fenêtre pendant des heures, regardant le monde continuer sans moi, me sentant totalement et complètement seule. C'est dans cet état de désespoir tranquille que je me suis retrouvée, une fois de plus, attirée par la lumière froide et bleue de l'écran de mon téléphone. C'était une forme d'autopunition, je pense. Je savais que regarder ces réseaux sociaux ne ferait qu'empirer les choses, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était une compulsion morbide de comprendre l'immense profondeur du gouffre qui s'était ouvert entre nous. J'ai fait défiler des photos glacées de repas coûteux dont je ne pouvais pas prononcer le nom et de vêtements de créateurs qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Chaque image était un petit témoignage de sa nouvelle vie, une vie construite avec mon passé, une vie dans laquelle je n'avais aucune part. Et puis je l'ai vue. Une nouvelle publication datant de quelques heures seulement. Ce n'était pas une photo, mais une vidéo, dont la vignette montrait une fête animée, une foule de jeunes gens stylés entassés dans l'appartement d'Amélie. La légende était simple, insouciante. Vendredi soir ambiance avec la bande. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton lecture, mon cœur battant avec un mélange de terreur et d'un besoin désespéré de savoir. J'ai appuyé. La vidéo a pris vie avec de la musique forte et une cacophonie de rires. Amélie tenait le téléphone, se filmant elle-même en balayant la pièce. « Salut tout le monde !» a-t-elle crié par-dessus la musique, un large sourire artificiel plaqué sur son visage. Elle a montré ses amis, les œuvres d'art coûteuses sur les murs, la vue des lumières de la ville depuis son balcon. C'était un portrait du succès, une performance soigneusement orchestrée. Puis, environ 1 minute après, elle a marché jusqu'au comptoir de la cuisine et a posé le téléphone, l'appuyant contre une coupe à fruits. Mais elle n'a pas arrêté d'enregistrer. La caméra était maintenant dirigée vers un mur blanc, mais le microphone du téléphone était toujours actif, clair et net. Elle est sortie du champ, et je l'ai entendue rejoindre une conversation avec Antoine et une autre fille à quelques mètres de là. Leur voix perçait la musique, d'une clarté glaçante. « Amélie, cet endroit est juste dingue », a dit la voix de l'autre fille. « Ta mère doit être si incroyablement fière de l'entreprise. » J'ai entendu Amélie lâcher un court rire sec et aigu. C'était un son que je n'avais jamais entendu auparavant, cassant et plein de mépris. « Ma mère ?» a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'amusement. « Oh, mon Dieu, s'il te plaît. » Elle, entreprise, c'était la meilleure histoire que j'ai jamais racontée. Elle a gobé chaque mot, la pauvre. Mon sang s'est glacé. J'ai entendu Antoine ricaner à côté d'elle. L'agence créative J a-t-il renchéri, la voix onctueuse d'arrogance. Ça sonne tellement officiel, non ? C'est moi qui ai trouvé le nom. Ma main s'est envolée vers ma bouche, un halètement étranglé s'échappant de mes lèvres. Je ne pouvais pas respirer. La fille a gloussé, sans blague. Donc tout ça, a interrompu Amélie, sa voix gonflée de fierté, est une courtoisie du fonds bénévole Catherine Dubois. La vieille folle m'a donné chaque centime. Elle a vendu la maison familiale et tout. Tu peux croire ça ? 500 000 euros, virés directement à moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Vieille folle. Les 2 mots ont résonné dans le silence soudain et retentissant de mon esprit, noyant tout le reste. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? A demandé l'amie. Elle s'attend, genre, à ce que tu la rembourses ? Le rire d'Amélie était encore plus fort cette fois, un son cruel et perçant. Tu plaisantes ? C'était un don. Dès que le dernier chèque de la vente de la maison sera finalement crédité sur son compte la semaine prochaine, je bloque son numéro pour de bon. Plus d'appels tristes du dimanche, plus de culpabilité à propos de son foutu anniversaire. Juste.
La liberté. J'ai entendu le cliquetis distinct de verre. À la liberté, a dit Antoine, la voix épaisse de satisfaction suffisante. Et à ta brillante, crédule mère. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, tombant avec un bruit sur le sol. La vidéo continuait de jouer, une bande sonore dénuée de sens de musique et de rire provenant d'un monde qui venait d'être déchiré. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser. Je pouvais seulement entendre ces mots, encore et encore. Vieille folle, mère crédule, bloquer son numéro pour de bon. Chaque sacrifice que j'avais jamais fait, chaque nuit blanche que j'avais passée à m'inquiéter pour elle, chaque once d'amour que je lui avais jamais donné, tout n'était qu'une blague pour elle. Une histoire qu'elle racontait. Toute ma vie, toute mon identité de mère, avait été un mensonge, un outil qu'elle avait utilisé pour obtenir ce qu'elle voulait. La douleur était indescriptible. C'était une agonie blanche et brûlante qui consommait tout, une trahison si absolue qu'elle donnait l'impression de m'avoir vidé, ne laissant rien d'autre qu'une coquille fragile et vide. Dans le silence de mon appartement, j'ai finalement compris. Je n'avais pas perdu ma fille. Je n'en avais jamais eu pour commencer. Pendant combien de temps je suis restée assise là, je ne sais pas. Le temps semblait s'être fracturé, se brisant en 1 million de moments au bord tranchant. Chaque moment était une rediffusion de sa voix. Vieille folle, mère crédule. Les mots n'étaient pas seulement des insultes, ils étaient un verdict, rendu avec un rire. Les larmes sont finalement venues, mais ce n'étaient pas les larmes chaudes de chagrin que j'avais versées le jour de mon anniversaire. Celles-ci étaient différentes. C'étaient des larmes silencieuses, froides, de rage, chacune un témoignage de la profondeur de la tromperie. J'ai pleuré pour la femme qui avait vendu sa maison, pour la mère qui avait tout donné sans y penser à deux fois. J'ai pleuré parce que cette femme était morte, assassinée par les rires cruels et décontractés de sa propre enfant. À mesure que les heures passaient lentement, une chose étrange a commencé à se produire. L'immense poids écrasant de la douleur n'a pas disparu, mais il a commencé à changer de forme. Il s'est compressé, durcissant d'un brouillard suffocant en un noyau de colère dense et solide au creux de mon estomac. Mon esprit, qui avait été une tempête chaotique de chagrin et de choc, a commencé à s'éclaircir. L'année passée a commencé à se rejouer, mais à travers une nouvelle lentille, brutalement claire. Les appels méprisants, la colère défensive quand je posais des questions sur l'argent, les voyages luxueux, l'anniversaire oublié. Ce n'étaient pas seulement les signes d'une fille insouciante et égocentrique. C'étaient des étapes calculées dans une longue escroquerie. Chaque action était une démarche délibérée pour prendre mon argent tout en me gardant à distance, pour me vider de mes ressources avant de me jeter complètement. Ils n'avaient pas simplement trébuché dans ce mode de vie, ils l'avaient planifié. Ils avaient comploté contre moi. La réalisation fut une deuxième dévastation, plus silencieuse. Cela signifiait que la fille que j'avais pleurée était un fantôme. La vraie Amélie, celle qui existait derrière le masque, m'était une étrangère froide et calculatrice qui voyait mon amour non pas comme un cadeau, mais comme une ressource à exploiter. Ils croyaient avoir gagné. Ils étaient assis dans leur appartement cher, riant de la vieille folle, qui avait financé leur vie parfaite, attendant le bon moment pour bloquer mon numéro et couper le dernier fil. Ils me voyaient comme finie. Une vieille femme triste et seule dans un petit appartement, un problème qui se résoudrait bientôt de lui-même. Ils avaient déjà écrit la fin de mon histoire. En regardant mon propre reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait en retour. La blessure était toujours là, gravée sur mon visage, mais en dessous, quelque chose de nouveau remuait. Un feu froid et silencieux. Et tandis que je traitais la profondeur de cette trahison, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander combien d'autres personnes avaient été faites pour se sentir ainsi. Se sentir invisibles dans leur propre vie, leur amour traité comme une faiblesse à exploiter. Si cette histoire touche une partie de votre âme, si vous vous êtes déjà senti, invisible, alors s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Savoir que ma voix porte et atteint quelqu'un, quelque part, rend cette histoire difficile à raconter un peu plus supportable, et je serais vraiment reconnaissante de savoir dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez. Dans ce moment de réflexion tranquille, le brouillard s'est enfin dissipé. Et la femme qui a émergé n'était pas seulement une mère. C'était Catherine Dubois, la femme qui avait passé 30 ans à être le bras droit de l'un des PDG les plus puissants de la région. La femme qui gérait des agendas complexes, rédigeait des correspondances délicates, et savait que chaque accord important nécessitait une trace écrite. La femme qui savait, instinctivement, qu'un plan d'affaires n'était pas juste une histoire, c'était un contrat. Mon esprit, pour la première fois depuis des années, s'est senti vif et clair. Les compétences organisationnelles qui avaient été en sommeil depuis ma retraite ont commencé à se réveiller. Je me suis souvenu des emails, des lettres, du dossier numérique sur mon vieil ordinateur où j'avais sauvegardé chaque correspondance concernant l'agence créative J. Un nouveau sentiment a commencé à bouillonner, repoussant le chagrin. C'était de la détermination, une résolution froide et inflexible. Ils avaient commis une erreur catastrophique.
Ils avaient cru à leur propre histoire, que j'étais une vieille folle naïve et sentimentale. Ils avaient oublié qui j'étais, de quoi j'étais capable. Ils m'avaient sous-estimé. Avec un nouveau but, je me suis levée de la chaise. Mes mouvements n'étaient plus lourds de tristesse, ils étaient délibérés, précis. J'ai marché jusqu'au placard de l'entrée, j'ai tendu la main vers l'étagère supérieure et j'ai descendu une boîte en carton poussiéreuse étiquetée « Famille et Finances ». Je l'ai portée jusqu'à ma petite table de cuisine et l'ai posée avec un bruit sourd et définitif. J'ai allumé la lumière, me suis assise et j'ai ouvert le couvercle. Ce n'était pas juste une boîte de vieux papier. C'était des munitions. Le jeu n'était pas terminé. Ils venaient juste d'écrire le début de leur propre chute. La femme dont ils avaient ri, la vieille folle, aurait gardé ses souvenirs dans un tas chaotique et sentimental. Mais l'assistante de direction qui avait géré les rouages internes d'une entreprise de plusieurs millions d'euros pendant 3 décennies ne l'avait pas fait. Tandis que je sortais les dossiers de la boîte, j'ai constaté que tout était exactement comme je l'avais laissé, classé chronologiquement, étiqueté et impeccable. C'était une seconde nature pour moi, une habitude de toute une vie. Là, dans un dossier marqué « Proposition Agence Créative J », se trouvait chaque email qu'Amélie m'avait jamais envoyé au sujet de sa soi-disant entreprise. Je les ai étalés sur la table, mon cœur battant à un rythme lent et régulier. Les graphiques colorés, les projections à 5 ans, la ventilation détaillée des dépenses, T1 location de bureaux et équipements, T2 embauche de graphistes, T3 acquisition de clients et marketing. C'était un chef-d'œuvre de fiction, et j'avais chaque brouillon de l'auteur. Ensuite, j'ai sorti les relevés bancaires. Le transfert de 500 000 €, clairement indiqué comme « fonds d'amorçage entreprise », un libellé sur lequel j'avais insisté à l'époque, pensant que cela la rendrait plus officielle pour elle. J'ai ensuite trouvé la lettre qu'elle m'avait écrite après l'envoi de l'argent. C'était une note manuscrite de 3 pages, pleine de remerciements élogieux et de promesses fleuries. « Tu m'as donné les ailes pour voler, maman », avait-elle écrit. Je te rendrai si fière en bâtissant cette agence depuis la base. J'ai lu les mots, autrefois source d'une telle fierté, et je n'ai ressenti qu'un goût froid et métallique dans ma bouche. Elle avait bâti quelque chose, c'est vrai, mais ce n'était pas une entreprise. C'était un monument à sa propre cupidité, et elle avait utilisé mon amour comme fondation. Avec la promesse étalée sur le côté gauche de ma table, je me suis tournée vers mon ordinateur portable et j'ai commencé à assembler la réalité. Je suis retournée sur sa page de réseaux sociaux, mais cette fois, je n'étais pas une mère au cœur brisé. J'étais une auditrice. Avec une méthodologie de précision, j'ai pris des captures d'écran datées de chaque achat somptueux, de chaque voyage coûteux, de chaque publication vantarde. Le cabriolet, horodaté juste 2 semaines après le transfert d'argent. Les billets de première classe pour le Mexique, achetés 1 mois après. Le défilé de sacs de créateurs, de dîners de luxe et de journées au spa. Je les ai arrangés sur le côté droit de la table, créant une chronologie visuelle accablante. D'un côté, le mensonge qu'elle m'avait vendu. De l'autre, la vérité sur la destination réelle de mes économies. En regardant les 2 colonnes, le dossier contre elle n'était pas seulement émotionnel, il était factuel, documenté et indéniable. Les mots ont commencé à se former dans mon esprit, des mots de mon ancienne vie. Détournement de fonds, fausse déclaration frauduleuse, rupture de contrat informel. Je n'étais pas avocate, mais j'avais tapé suffisamment de résumés juridiques pour mon ancien patron pour reconnaître l'ossature d'un procès majeur quand j'en voyais un. Le « dont elle s'était vantée dans cette vidéo était une fiction légale, facilement démantelée par la trace écrite qu'elle avait elle-même créée. Mon amour m'avait rendu aveugle, mais ma nature méticuleuse avait, ironiquement, forgé l'arme parfaite contre elle. Elle et Antoine pensaient être intelligents, mais c'étaient des amateurs. Ils avaient laissé une traînée de preuves longue d'1 kilomètre. Mes pensées se sont ensuite tournées vers Maître Martin. Philippe Martin. Il avait été l'avocat de Michel pendant 20 ans. Un homme affûté, aux cheveux argentés, avec des yeux qui ne laissaient rien passer et une réputation d'être chirurgicalement précis dans un tribunal. Après le décès de Michel, Maître Martin avait géré le testament avec une compétence tranquille et un respect que j'avais toujours apprécié. Il ne m'avait jamais prise de haut, il m'avait traité comme une partenaire dans le processus. Ce n'était pas un homme pour le soutien émotionnel. C'était un homme qui voyait un problème et exécutait une solution. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je ne cherchais pas une épaule pour pleurer. Je cherchais un général pour mener ce combat. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai passé l'heure suivante à me préparer. J'ai rédigé un nouvel email à moi-même avec une seule ligne d'objet clair, résumé du dossier, Dubois contre Dubois. J'ai écrit toute la narration en points, de la proposition initiale à la vidéo accablante. J'ai joint les scans de chaque email, de chaque relevé bancaire, de la lettre manuscrite, et de chaque capture d'écran, tout étiqueté par ordre chronologique. Je préparais un mémoire. Je traitais cela comme le projet le plus important de ma carrière, car il l'était. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer l'argent.
Il s'agissait de récupérer ma dignité, mon respect de soi. Il s'agissait de rétablir les faits. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé les piles ordonnées sur ma table et l'email organisé dans mon dossier de brouillon. Le plan n'était plus une vague notion de colère, c'était une stratégie claire en 3 étapes. Étape 1. Obtenir les meilleurs conseils juridiques. Étape 2. Présenter les preuves indéniables. Étape 3. Laisser les rouages de la justice tourner. J'ai trouvé sa carte de visite dans mon ancien répertoire, le papier net et formel. Ma main n'a pas tremblé lorsque j'ai décroché le téléphone. La femme silencieuse et au cœur brisé de la veille avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec une colonne vertébrale d'acier et un esprit aussi tranchant qu'un diamant. J'ai composé le numéro, et quand sa secrétaire a répondu, ma voix était calme, ferme et claire. Bonjour, ai-je dit, mon ton aussi professionnel qu'il l'avait été il y a 10 ans. Je m'appelle Catherine Dubois. J'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent avec Maître Martin concernant un cas important de fraude financière. Entrer dans le bureau de Maître Martin, c'était comme remonter le temps, retourner dans un monde que je comprenais. C'était un monde de stratégie, de faits et de conséquences. Il n'y avait pas de place pour les émotions désordonnées ici, seulement pour une action claire et calculée. Quand sa secrétaire m'a conduite dans son bureau d'angle, il s'est levé pour me saluer, son expression professionnellement neutre mais ses yeux bienveillants. Catherine, a-t-il dit, me serrant la main fermement. C'est bon de vous voir, même si je suis désolé des circonstances. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il a désigné un fauteuil en cuir en face de son grand bureau dégagé. Je ne me suis pas sentie intimidée. J'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas divagué, j'ai simplement ouvert mon sac à main, sorti une petite clé USB, et l'ai posée sur son bureau entre nous. Philippe, ai-je commencé, ma voix égale et ferme. Je suis ici parce que ma fille m'a escroqué de 500 000 €. Tout ce que vous avez besoin de savoir est sur cette clé. J'ai préparé un résumé du dossier, une chronologie des événements, et j'ai joint les scans de tous les documents pertinents et preuves numériques. Pendant un moment, il m'a juste regardé, un éclair de surprise dans ses yeux vifs. Il a ensuite hoché lentement la tête, inséré la clé dans son ordinateur et a commencé à lire. Je suis resté dans un silence complet tandis que ses yeux parcouraient l'écran, passant en revue les emails, les relevés bancaires et le dossier de capture d'écran que j'avais si méticuleusement étiqueté. J'ai regardé sa façade professionnelle commencer à vaciller. Un léger serrement de sa mâchoire en lisant les promesses fleuries d'Amélie. Un profond froncement de sourcils en faisant défiler les photos des voyages et de la voiture de luxe. Quand il est finalement arrivé à la transcription de la vidéo, je l'ai vu physiquement reculer, ses lèvres se serrant en une ligne mince et dure. Il s'est adossé à sa chaise, a retiré ses lunettes de lecture et m'a regardé, son expression maintenant empreinte d'une colère froide et silencieuse en mon nom. Mon Dieu, Catherine, a-t-il dit, sa voix un grondement bas. En 35 ans de pratique du droit, j'ai vu des actes de tromperie véritablement effrontés. Cela est dans une classe à part. Il s'est tourné de nouveau vers l'écran. Vous dites que vous n'êtes pas avocate, mais vous avez monté ici un dossier béton. La trace écrite est indéniable. Elle a explicitement sollicité les fonds pour une entreprise, un investissement à usage spécifique. Ces actions subséquentes constituent un cas d'école de fausses déclarations frauduleuses et de détournement de fonds. La narration du « don » sur laquelle elle compte sera ridiculisée devant n'importe quel tribunal du pays. Il m'a regardé, un nouveau respect dans ses yeux. Il n'avait aucune chance avec vous qui teniez des registres comme ça. Ils ont commis l'erreur fatale de penser que vous étiez quelqu'un que vous n'êtes pas. Ces mots étaient un baume sur une blessure que je ne savais même pas encore saigner. Il me voyait. Il voyait la femme compétente et intelligente qu'ils avaient essayé d'effacer. Il a ensuite exposé la stratégie, et elle reflétait celle que j'avais envisagée, mais maintenant elle avait le poids de l'autorité légale. Nous ne déposerons pas la plainte immédiatement, a-t-il expliqué en se penchant en avant. Le premier avertissement sera une lettre de mise en demeure formelle. Elle stipulera, sans équivoque, qu'elle a commis une fraude et que nous exigeons le remboursement immédiat de l'intégralité des 500 000 € dans un délai de 10 jours ouvrables. Elle mentionnera également que nous sommes en possession de preuves étendues, y compris des enregistrements numériques. Il a laissé cela suspendu dans l'air un instant. Nous l'enverrons par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle ne pourra pas prétendre qu'elle ne l'a pas reçu. Et quand elle ne pourra pas payer ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Quand elle ne se conformera pas, a-t-il poursuivi, nous déposerons immédiatement la plainte civile. Et avec elle, nous déposerons une requête en injonction ex parte pour obtenir d'un juge le gel de tous les actifs et comptes bancaires que nous pouvons lier à son nom. Cela arrivera du jour au lendemain. Un jour elle vivra sa vie de PDG, et le lendemain matin ses cartes de crédit seront refusées. Nous couperons complètement le flux d'argent. Le plan était rapide, méthodique et dévastateur. Il était parfait. Il m'a regardé, son regard s'adoucissant un instant. Catherine, je dois vous demander une dernière fois.
C'est une ligne de conduite agressive contre votre fille. Êtes-vous absolument certaine que c'est la voie que vous voulez prendre? J'ai soutenu son regard sans ciller. Philippe, ai-je dit, ma voix dénuée de tout doute. La personne qui a encaissé ce chèque, la personne qui a ri en me traitant de vieille folle, n'est pas ma fille. Ma fille était la petite fille qui me faisait des colliers de pâte et croyait aux contes de fées. Je ne sais pas qui est cette nouvelle personne, mais c'est une étrangère qui a volé une femme confiante. Je ne fais pas cela à une fille. Je fais cela pour la mère qu'elle a choisi d'escroquer. Il a hoché la tête une fois, un air de sombre compréhension sur son visage. Très bien. Il a fait glisser un accord de honoraire sur le bureau. J'ai pris le stylo lourd et cher et j'ai signé mon nom. Ma signature n'était pas le griffonnage tremblant d'une vieille femme au cœur brisé. C'était l'écriture ferme et assurée de Catherine Dubois. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis un an. Le fardeau n'était plus le mien seul. Il avait été transmis à un professionnel, un expert, un requin. Le lendemain, un email du cabinet de Maître Martin est apparu dans ma boîte de réception. Attaché se trouvait un PDF de la lettre qui avait été envoyée à Amélie. C'était 3 pages de dévastation légale froide et dure. L'email contenait également un numéro de suivi pour l'envoi recommandé. J'ai cliqué sur le lien. L'écran montrait une carte, une petite icône de camion se déplaçant à travers la ville. Et à côté, le statut, mis à jour quelques instants auparavant, indiquait en lettres grasses et claires, en cours de livraison. L'arme avait été tirée. Tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre le bruit de l'impact. C'était fait. Le message avait été livré. J'imaginais la scène très clairement, le facteur en uniforme, l'enveloppe d'allure officielle, la signature désinvolte d'Amélie sur la tablette électronique, s'attendant peut-être à un colis d'une de ses virées de shopping en ligne. J'imaginais qu'elle l'ouvrirait en le déchirant, son front plissé de confusion, ce sourire suffisant se dissolvant lentement de son visage en lisant le premier paragraphe. J'imaginais ses yeux parcourant les pages, le jargon juridique se mêlant aux faits froids et durs de sa propre tromperie. J'imaginais le moment où son sang se glacerait, le moment où elle regarderait Antoine, la lettre tremblant dans sa main, et où la cage dorée qu'il s'était construite se révélerait soudainement être un piège. Je m'attendais à une explosion immédiate. Un barrage de messages furieux provenant de numéros éphémères, un déluge d'emails, peut-être même un appel frénétique d'un numéro bloqué qui aurait réussi à passer. Mais pendant les premières heures, il n'y a rien eu. Juste un silence profond et déconcertant. Je savais ce que cela signifiait. C'était le silence du choc, de l'incrédulité pure et stupéfaite. Ils relisaient la lettre encore et encore, espérant que les mots changeraient. Ils étaient probablement en train de paniquer, de chercher le nom de Maître Martin sur Google et de voir le site web d'un cabinet d'avocats redoutable, réalisant avec un sentiment désagréable que ce n'était pas un bluff. C'était réel, la fête était officiellement terminée. Le premier signe de leur panique fut subtil, presque pathétique. Tard ce soir-là, j'ai consulté la page de réseaux sociaux d'Amélie, non pas en tant que mère, mais en tant que plaignante surveillant la défendresse. Sa page habituellement vibrante, un flux constant d'autocongratulations, était silencieuse. Mais j'ai alors remarqué, la photo du nouveau cabriolet avait disparu. L'album entier du « Voyage de réseau » au Mexique s'était volatilisé. C'était une tentative maladroite et paniquée de nettoyer les preuves, comme un enfant essayant de cacher un vase cassé. Un petit sourire sans humour effleura mes lèvres. C'étaient des amateurs jusqu'au bout. Ils n'avaient aucune idée que Maître Martin possédait une copie impeccable, datée et notariée de chaque publication qu'ils avaient jamais faite. Leur tentative de réécrire l'histoire était futile. Le lendemain matin, le silence a été rompu. Mon téléphone a commencé à s'illuminer avec des appels de numéros bloqués et inconnus, l'un après l'autre. Je les regardais sonner, mon cœur aussi régulier qu'un tambour. Après une douzaine de tentatives infructueuses, les emails ont commencé. J'avais mis en place un filtre, envoyant tout ce qui venait des adresses email d'Amélie ou d'Antoine dans un dossier séparé, que j'avais demandé au cabinet de Maître Martin de surveiller. Mais je n'ai pas pu résister à regarder les lignes d'objets et les aperçus au fur et à mesure qu'ils arrivaient, un compte-rendu morbide mais satisfaisant de leur état mental en déliquescence. Le premier était pure indignation. Objet. Maman ? L'aperçu disait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette blague de mauvais goût ? Tu dois retirer ton avocat tout de suite, c'est n'importe quoi. 1 heure plus tard, le ton a viré à la colère frénétique. Objet. Urgent, appelle-moi maintenant. L'aperçu. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, à moi, ta propre fille. Après tout, Antoine et moi on flippe, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Puis, alors que la réalité d'une demande de demi-million d'euros s'est probablement installée, les premiers indices de faux remords sont apparus. Objet. Je suis tellement désolé. L'aperçu. Ok. Je sais que j'ai foiré, je suis désolé, d'accord ? On peut parler de ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça, maman. Tu vas ruiner ma vie. S'il te plaît, appelle-moi juste. J'ai lu le mot « désolé » et je n'ai rien ressenti.
Ce n'était pas la douleur du repentir. C'était l'excuse paniquée d'une voleuse prise la main dans le sac. Sa tristesse n'était pas pour m'avoir blessée, c'était pour s'être fait prendre. Je n'avais pas besoin de voir leur compte bancaire pour savoir ce qui se passait. Tout leur mode de vie était un château de cartes construit sur mon argent. Ils avaient vécu sur du temps emprunté, dépensant avec l'abandon imprudent de gens qui croient qu'il n'y a pas de conséquences. Maintenant, la facture était arrivée, et elle était astronomique. Le crédit facile, les dîners chics, l'approbation de leurs amis superficiels. Tout cela était basé sur une richesse qui n'était jamais vraiment la leur. L'idée qu'ils s'affolaient, essayant de trouver comment liquider des actifs qu'ils avaient si fièrement acquis, m'a apporté un sombre sentiment de justice poétique. Ils avaient bâti une vie basée sur une image, et cette image était sur le point d'être reprise. Le désespoir a atteint son apogée le 3e jour. Un dernier email a atterri dans ma boîte de réception, le ton changeant une fois de plus de la supplication à la menace. La ligne d'objet était d'une froideur directe, on arrive. L'aperçu m'a donné un frisson dans le dos, mais c'était un frisson de résolution, pas de peur. Tu ne peux pas te cacher derrière un avocat, maman, disait-il. C'est une affaire de famille. Tu vas nous parler. On est en route pour ton appartement là tout de suite. J'ai fermé mon ordinateur portable. Alors, c'était leur prochain coup. Quand la manipulation et les fausses excuses ont échoué, ils ont recouru à l'intimidation. Ils venaient ici, chez moi, pour essayer de me contraindre à reprendre mon rôle de vieille folle. Mais la folle était partie. Je me suis levée, j'ai marché calmement jusqu'à ma porte d'entrée et j'ai fait glisser le verrou. Le clic a résonné dans l'appartement silencieux, un petit son métallique de défi. Je ne me cachais pas. J'attendais. Le bruit était si violent, si exigeant, qu'il semblait aspirer tout l'air de la pièce. C'était le son d'une crise de nerfs, de gens qui avaient l'habitude d'obtenir ce qu'ils voulaient et ne pouvaient pas comprendre qu'on leur refuse. Je n'ai pas bougé, je n'ai même pas scié. Je suis resté debout au centre de mon salon, un pilier de calme dans la tempête qu'ils essayaient de créer. La femme que j'étais aurait couru à la porte, affolée et pleine d'excuses, le cœur battant d'anxiété. Mais cette femme était partie. J'ai simplement écouté. Maman, ouvre cette porte tout de suite. La voix d'Amélie était aiguë, perçant le bois épais. On sait que tu es là. Arrête de te cacher. Les coups ont continué, ponctués par la voix en colère d'Antoine. Catherine, c'est ridicule. Tu as 5 secondes pour ouvrir cette porte. Je suis restée silencieuse. Mon silence était un langage qu'ils n'avaient jamais entendu de ma part, et cela les déconcertait clairement. Les coups ont cessé, remplacés par une nouvelle tactique. La voix d'Amélie s'est adoucie, dégoulinant d'une fausse préoccupation sirupeuse qui me soulevait l'estomac. Maman, s'il te plaît, on est juste inquiet pour toi. Cet avocat te met des idées folles dans la tête. Il te manipule. On est ta famille. Laisse-nous entrer pour qu'on puisse parler. J'ai presque ri de l'ironie. Accuser Maître Martin de manipulation était une pirouette magistrale, bien que désespérée. Ils étaient les maîtres de l'art, et ils ne supportaient pas de ne pas être aux commandes. J'ai marché lentement vers la porte, non pas pour l'ouvrir, mais pour me tenir plus près, pour entendre le désespoir dans leur voix plus clairement. J'ai regardé par le Judas. Leur visage était déformé par la lentille, tordu en masque de fureur et d'indignation. Ils ressemblaient à des étrangers. Quand leur fausse sympathie n'a pas fonctionné, la voix d'Amélie est revenue à la colère. Tu essaies de ruiner ma vie, ma carrière, après tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a construit. Tu es juste, tu es égoïste, tu entends? Égoïste, c'est ce mot qui a brisé mon calme. Égoïste, après que j'ai vendu ma maison, que je leur ai donné tout mon avenir, et que je me sois effacée pour qu'elles puissent s'épanouir. L'accusation était si absurde, si complètement dépourvue de conscience de soi, qu'elle a solidifié ma résolution en quelque chose d'incassable. Antoine a repris, sa voix basse et menaçante. Tu ne veux pas faire ça, Catherine. On peut rendre tout ça très, très laid. Tu crois qu'un avocat peut te protéger de ça? Ouvre juste la porte et sois raisonnable. Ils passaient en revue toute leur panoplie de tactiques, intimidation, manipulation psychologique, fausse préoccupation et rejet de la faute sur la victime. C'était tout ce qu'ils savaient faire. Puis est arrivée la tactique finale, prévisible, les larmes. J'entendais Amélie commencer à sangloter, sa voix se brisant. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis ta fille, je t'aime. Comment peux-tu faire ça à ta propre fille? S'il te plaît, je t'en supplie. La performance était presque crédible. Il y a un an, elle aurait brisé mon cœur et m'aurait fait chercher la serrure à tâtons. Mais maintenant, je l'entendais pour ce qu'elle était. Non pas le son du cœur brisé, mais le son d'une actrice jouant un rôle qu'elle pensait que je devais voir. Mon amour pour elle n'était qu'une autre clé qu'elle pensait pouvoir utiliser pour déverrouiller ma porte. Juste au moment où leur supplication atteignait un crescendo hystérique, j'ai entendu une autre porte au bout du couloir s'ouvrir en grinçant. « Tout va bien ici ?» a appelé une voix frêle. C'était Madame Dupont du 2B. Il y a beaucoup de bruit. J'ai regardé à nouveau par le Judas et j'ai vu Amélie et Antoine se figer,
leur tête tournant brusquement pour voir ma voisine âgée debout là dans sa robe de chambre, tenant un petit caniche japan. L'exposition publique a été comme un seau d'eau glacée sur leur rage. Leurs visages ont viré au rouge d'une nouvelle émotion, l'humiliation. Nous allons bien, a bégayé Antoine, son attitude menaçante disparaissant instantanément. Juste un désaccord familial. Eh bien, a dit Madame Dupont, sa voix ferme. Cet immeuble a des règles concernant les désaccords de ce volume. Peut-être devriez-vous régler cela ailleurs. Vaincus, ils lui ont murmuré des excuses. J'ai entendu Antoine murmurer durement à Amélie, on y va. Tout de suite, leurs pas coléreux et lourds ont retenti dans le couloir, suivis par le ding de l'ascenseur et enfin, un silence béni. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte, exhalant un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Je n'avais pas crié, je n'avais pas argumenté, je n'avais pas réagi. Mon silence était mon bouclier. Ma porte verrouillée était ma réponse. C'était la limite la plus puissante que j'avais jamais fixée dans toute ma vie, et je l'avais tenue sans fléchir. Un sentiment de paix profonde m'a envahi. Je les avais affrontés dans leur pire état et je n'avais pas craqué. Je me suis éloigné de la porte et me suis dirigé vers mon ordinateur portable. Alors que je m'asseyais, une nouvelle notification de mail est apparue. C'était de Maître Martin. La ligne d'objet était simple, mise à jour. Je l'ai ouverte. Le message était bref. Catherine, je voulais juste vous informer que la requête a abouti. Le juge a signé l'ordonnance. Leurs actifs seront gelés d'ici demain matin. J'ai fermé les yeux. Pendant qu'ils criaient inutilement dans le couloir, le véritable coup de force se produisait. Les vraies conséquences n'étaient plus à ma porte. Elles étaient déjà à l'intérieur de leur compte bancaire, à les attendre. Le matin après leur visite chaotique à ma porte fut le plus calme que j'ai ressenti depuis plus d'1 an. C'était la paix profonde et réparatrice qui suit le passage d'une tempête violente, laissant l'air pur et frais. Je savais, avec une certitude absolue, que pendant que je savourais mon thé du matin, leur journée commençait par un tout autre type de choc. Les rouages légaux que Maître Martin avait mis en marche étaient silencieux mais immensément puissants, et ils broyaient leur monde doré en poussière pendant que j'arrosais simplement mes plantes. La première vague de leur nouvelle réalité a frappé ma boîte de réception avant 9 heures. Le ton des emails avait changé du jour au lendemain. La colère et l'indignation avaient disparu, remplacées par la panique brute et non filtrée de personnes dont le filet de sécurité venait de prendre feu. Le premier venait d'Amélie. Objet, mes cartes ne marchent plus. Le message, un mélange de fautes de frappe et de supplications frénétiques, disait « Maman, je suis au supermarché et ma carte a été refusée. » Toutes, j'ai essayé celle d'Antoine, pareil. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois appeler ton avocat et annuler ça tout de suite. Je ne peux pas acheter de nourriture. J'ai lu les mots « annuler ça » et j'ai ressenti un profond sentiment de détachement. Comme si c'était une simple erreur, un interrupteur que je pouvais actionner. Elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une punition que j'infligeais, c'était une conséquence qu'elle avait méritée. L'email suivant, d'Antoine, était teinté d'une tentative risible d'autorité légale. Objet, votre avocat. Il disait « Nous avons essayé d'appeler votre avocat et il ne prend pas nos appels. C'est du harcèlement illégal. Vous ne pouvez pas simplement prendre tout notre argent et nous laisser sans rien. » En lisant leurs mots frénétiques, j'ai été frappé par la façon dont ils s'étaient véritablement convaincus que mes économies, mes 40 ans de travail et de sacrifice, étaient leur argent. Leur panique n'était pas seulement liée à la faillite, elle était liée à la dissolution de leur monde fantaisiste sous leurs yeux, révélant la laide vérité qui se cachait en dessous. Partager cette histoire est ma façon de m'accrocher à cette vérité, et cela signifie tout de savoir qu'elle est entendue. Si vous avez fait ce chemin avec moi, je vous serais très reconnaissante de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. C'est un si petit geste, mais c'est un puissant rappel qu'une histoire comme la mienne, une histoire de vérité retrouvée, compte vraiment. Les mises à jour de Maître Martin au cours des 2 semaines suivantes ont brossé un tableau tristement satisfaisant de leur chute. La première victime a été l'appartement de luxe. Comme prévu, leur chèque de loyer a été rejeté. Ils ont reçu un avis d'expulsion formel, leur donnant 3 jours pour payer ou partir. La suivante a été le cabriolet. Maître Martin, avec une pointe d'amusement dans la voix, m'a transmis un email d'un agent de saisie locale confirmant qu'ils avaient réussi à récupérer le véhicule dans le garage de l'immeuble au milieu de la nuit. J'imaginais leur choc, descendant au garage pour ne trouver qu'un espace vide et une tache d'huile là où se trouvait autrefois leur symbole de statut le plus fier. Leur cercle social, la « bande » dont ils se vantaient si fièrement, s'est évaporé tout aussi rapidement. Les gens dont l'amitié est basée sur des dîners somptueux et des bars ouverts ont peu de temps pour un couple dont les cartes de crédit sont soudainement sans valeur. Les réseaux sociaux d'Amélie sont devenus une ville fantôme. Le silence de ses amis était probablement aussi assourdissant que le silence de sa propre mère l'avait été, une leçon sur les relations conditionnelles que j'avais apprise bien trop tôt, tard dans la vie. Leur dernière tentative pitoyable de manipulation ne venait pas d'eux,
mais de ma cousine, Sylvie, qui vivait à 2 départements de là. Il lui avait clairement raconté une version éditée et larmoyante des événements. Catherine, c'est Sylvie, a-t-elle dit quand j'ai décroché, sa voix épaisse de sympathie déplacée. Je viens de parler avec la pauvre Amélie. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire. Elle et ce gentil garçon, Antoine, sont sur le point d'être jetés à la rue. C'est ta fille, bon sang. Comment peux-tu être si cruel au point de la laisser sans abri? J'ai écouté patiemment jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis, j'ai pris une inspiration calme et j'ai posé la dernière limite, celle qui couperait leur dernière ligne d'attaque désespérée. Sylvie, ai-je dit, ma voix polie mais ferme comme de l'acier. J'apprécie ton inquiétude, mais tu commentes une situation dont tu ne sais que très peu de choses. Il s'agit maintenant d'une affaire juridique sérieuse impliquant une fraude financière importante. Mon avocat, Maître Martin, gère toutes les communications concernant ce dossier. Je n'en discuterai pas davantage, avec toi ou avec quiconque d'autre. J'espère que tu pourras respecter cela. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai simplement dit, passe une bonne journée, et j'ai mis fin à l'appel. La guerre était finie. La dernière mise à jour de Maître Martin est arrivée une semaine plus tard. Amélie et Antoine, incapables de payer leur loyer et sans amis ni ressources vers qui se tourner, avaient rompu leur bail et quitté l'appartement. Ils avaient chargé le peu d'affaires qui leur restait dans la vieille berline déglinguée d'Antoine et, selon un message narquois qu'Amélie avait envoyé à sa cousine, étaient en route pour emménager dans le sous-sol de la maison des parents d'Antoine, en Normandie. Ils étaient partis. Leur empire frauduleux, bâti sur ma confiance, s'était effondré dans le néant. Alors que j'étais assise dans mon appartement tranquille, le silence n'était plus solitaire. C'était le bruit de la paix, le bruit de la victoire. L'affaire judiciaire s'est terminée non par un grand coup, mais par le clic silencieux et satisfaisant d'un stylo sur du papier. Maître Martin a expliqué qu'un règlement avait été trouvé. Confrontés à une montagne de preuves indéniables, Amélie et Antoine avaient accepté de liquider tous les actifs restants et de se conformer à un plan de paiement strict, ordonné par le tribunal, pour le reste. Une partie importante de mon argent a été récupérée. Mais en étant assise dans ce bureau, j'ai réalisé que le chiffre sur le compte en banque était secondaire. La véritable victoire était la fermeture du dossier, la fin définitive du chapitre le plus laid de ma vie. Je suis sortie de cet immeuble et j'ai marché sous un soleil éclatant, me sentant comme si un poids physique avait été retiré de mes épaules. J'étais libre. Mon premier acte de liberté n'a pas été extravagant. Je ne me suis pas précipitée pour acheter une nouvelle voiture ou des vêtements coûteux. Au lieu de cela, je me suis rendue au jardin botanique de l'autre côté de la ville, un endroit où Michel et moi allions chaque printemps. Je n'y étais pas retournée depuis sa mort. J'y ai passé tout l'après-midi, marchant dans la roseraie, m'asseyant près du bassin japonais aux poissons koi, et respirant tout simplement. Je n'étais pas là en tant que veuve en deuil ou mère méprisée. J'étais juste Catherine, une femme profitant de la beauté du monde par un après-midi ensoleillé. Pour la première fois, les souvenirs de Michel ont apporté un doux sourire sur mon visage, et non un pincement de tristesse. Je sentais sa présence non pas comme une perte, mais comme un esprit tranquille et encourageant, fier de la femme que j'étais devenue. Le règlement étant assuré, je savais que je ne pouvais plus rester dans ce petit appartement beige. C'était un lieu qui serait à jamais entaché par le souvenir de la solitude et de la trahison. Il avait servi de bunker pendant la guerre, mais la guerre était finie. Je voulais un foyer. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé l'endroit parfait. Un joli pavillon dans une résidence senior dynamique, avec un petit patio-jardin et un beau salon baigné de soleil. Ce n'était pas juste une maison, c'était une communauté. Il y avait des sentiers de promenade, une piscine, et des clubs pour tous les loisirs imaginables. Le jour où j'ai emménagé, mes nouveaux voisins sont venus avec un panier de bienvenue, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais ma place quelque part. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à redécouvrir les parties de moi qui avaient été enfouies pendant des décennies. J'ai vu une affiche pour un cours d'aquarelle et je me suis inscrite sur un coup de tête. Je n'avais pas peint depuis que j'étais jeune, avant que le mariage et la maternité ne prennent le pas. Mes premiers coups de pinceau étaient maladroits et incertains, mais alors que les couleurs se mélangeaient sur le papier, quelque chose en moi s'est animé. J'ai peint des paysages baignés de lumière, des fleurs éclatantes de couleurs, et des marines qui capturaient le calme que je ressentais désormais dans mon âme. Mon petit pavillon a commencé à se remplir de mes propres œuvres, un témoignage vibrant de ma nouvelle vie. J'ai renoué avec d'anciennes amies, des femmes de mes années de travail que j'avais négligées pendant que j'étais dans l'orbite d'Amélie. Nous nous retrouvions pour des déjeuners qui s'étiraient pendant des heures, remplis de rires et d'histoires. Nous parlions de nos carrières, de nos familles, de nos rêves pour l'avenir. Être avec elle m'a rappelé la femme compétente et respectée que j'avais toujours été en dehors de mon rôle de mère. Je n'étais pas invisible, j'avais une histoire, une communauté, une vie riche et pleine. J'avais simplement oublié de la regarder.
Ma seule et unique folie n'était pas pour que d'autres la voient. Elle était pour moi et pour Michel. J'ai réservé un billet en solo pour une croisière de 7 jours en Alaska. C'était le voyage dont nous avions toujours rêvé pour nos 40 ans de mariage mais que nous n'avions jamais eu la chance de faire. L'idée ne m'emplissait pas de tristesse, mais d'une excitation tranquille. C'était une façon d'honorer notre rêve partagé tout en célébrant ma propre résilience et mon indépendance. Je n'attendais plus que quelqu'un d'autre réalise mes rêves. Je les réalisais moi-même. Un soir, je me suis assise sur mon nouveau patio, un verre de vin blanc frais à la main, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en teintes d'orange et de rose. Quelques-unes de mes nouvelles amies étaient rassemblées à une table voisine, leur rire porté par la douce brise du soir. Je ne pensais pas à Amélie. Je ne ressentais ni colère ni amertume. Je ressentais seulement un profond sentiment de paix. Ma vie n'était plus définie par une relation toxique ou une trahison douloureuse. Elle était définie par la beauté d'un coucher de soleil, le goût d'un bon vin, la promesse de nouvelles amitiés, et l'anticipation excitante d'une grande aventure vers la dernière frontière. Ma vie était à nouveau la mienne, et elle était plus belle que je ne m'étais jamais permis de l'imaginer. C'est drôle, avec le recul. Quand on est au milieu d'une tempête, on ne voit rien d'autre que le vent et la pluie. Mais une fois qu'on atteint le calme de l'autre côté, on peut regarder le chemin de destruction et le voir avec une clarté qui est presque effrayante. En regardant ces vieilles photos, je vois une femme que j'avais presque oubliée. Une femme qui était confiante, capable, et avait une vie entièrement à elle. Et je dois me demander, où est-elle passée ? Je pense que je sais. Elle a lentement disparu sous le poids d'un titre que je tenais plus sacré que tout autre, mère. Mon amour pour ma fille est devenu toute mon identité. J'ai tout ce que j'étais dans ce rôle, croyant que l'amour d'une bonne mère devait être sacrificiel, sans fin et inconditionnel. Je vois maintenant que c'était ma plus grande erreur. Mon amour était inconditionnel, mais le respect que j'ai reçu en retour ne l'était pas. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme, chaque commentaire méprisant, chaque acte flagrant d'égoïsme, car l'admettre aurait signifié admettre que j'échouais dans mon rôle auto-désigné et tout englobant. La vérité est que la trahison n'a pas commencé avec cette horrible vidéo. C'était un poison lent et insidieux que j'avais laissé entrer dans ma vie pendant des années, 1000 petites coupures que j'avais volontairement ignorées par un besoin désespéré d'être nécessaire. La douleur de cette dernière découverte a été la plus profonde que j'ai jamais ressentie. C'était une agonie qui, je pensais, allait me briser. Mais ce ne fut pas le cas. D'une manière étrange et inattendue, ce chagrin absolu fut un cadeau. Ce fut l'événement catastrophique assez puissant pour enfin briser la façade et me forcer à voir la vérité. Ce fut le feu qui a consumé toutes les illusions, tous les dénis pleins d'espoir, et toute la faiblesse que j'avais prise pour de la gentillesse. Ça a fait incroyablement mal, mais ce fut un feu purificateur. Et de ces cendres, la femme de ces photographies, la femme que je croyais disparue depuis longtemps, a commencé à se réveiller. Je pensais que la force consistait à endurer, à supporter silencieusement les fardeaux au nom de la paix. J'avais tort, j'ai appris que la vraie force n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est la résolution tranquille et d'acier au moment où vous décidez que vous méritez mieux. Ce n'était pas en gagnant le procès, ce n'était qu'un résultat. La vraie force était dans le silence derrière ma porte verrouillée tandis que ma fille hurlait dans le couloir. C'était dans la main ferme qui a composé le numéro de mon avocat. C'était dans l'acte simple et puissant de choisir ma propre santé mentale plutôt que ces exigences toxiques. C'était la force de dire « ça suffit » et de le penser enfin. Pendant si longtemps, ma valeur était liée au fait d'être la mère d'Amélie. Quand elle a effectivement effacé cette identité par sa cruauté, je me suis sentie sans valeur, comme un fantôme dans ma propre vie. Le chemin du retour fut le processus lent et délibéré de reconstruction de ma propre fondation. J'ai dû apprendre que ma valeur ne dépend pas de l'amour ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle vient de ma propre intelligence, de ma propre résilience, de ma propre créativité, de mes propres amitiés. Je suis Catherine, cela suffit. Je suis peintre, amie, voyageuse, une femme curieuse du monde. C'est plus que suffisant. Les gens parlent parfois de pardon. Ils disent que c'est nécessaire pour avancer. Peut-être, mais j'en suis venue à le voir différemment. Je ne porte pas de haine pour Amélie. La haine est un lourd fardeau, et je n'ai aucun intérêt à porter plus de poids pour elle. Ce serait comme boire du poison et attendre qu'elle tombe malade. Alors, je l'ai laissée partir. Je l'ai relâchée dans l'univers pour qu'elle devienne sa propre personne et affronte ses propres conséquences. La paix que j'ai trouvée ne vient pas du pardon, mais d'une indifférence profonde et libératrice. La seule personne que j'avais vraiment besoin de pardonner, c'était moi-même. Me pardonner de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir écouté ma propre intuition, d'avoir tellement aimé quelqu'un que j'ai oublié de m'aimer moi-même. Et ce fut la leçon la plus importante de toutes. Toute ma vie, on m'avait appris que l'amour d'une mère signifiait se mettre en feu pour garder ses enfants au chaud. Mais on ne peut pas verser avec une tasse vide, et on ne peut pas donner une lumière que l'on n'a plus.
Je vois maintenant que ma valeur ne réside pas dans ce que je peux donner, mais dans le soin avec lequel j'entretiens ma propre flamme. Ma lumière est la mienne maintenant. Et je ne laisserai jamais, jamais personne l'éteindre à nouveau. L'air en Alaska est différent. Il est si pur et frais qu'on a l'impression de prendre le premier souffle véritable de sa vie. Tandis que notre navire glissait à travers les fjords silencieux et majestueux, dépassant des glaciers de couleur saphir, je me sentais plus petite que jamais, et pourtant plus importante. Il y a ici une puissance, une force ancienne et inflexible dans la glace et les montagnes, qui rend tous les drames humains insignifiants. Cela remet tout en perspective. C'était le voyage dont Michel et moi avions rêvé, et en me tenant là, je sentais sa présence non pas comme un souvenir, mais comme une partie de la paix profonde qui m'entourait. Je savais qu'il serait incroyablement fier. Quelques jours après le début de la croisière, j'ai vu une jeune femme sur le pont inférieur, prenant des selfies à n'en plus finir, faisant la moue à son téléphone, puis le consultant pour voir les likes. Pendant une seconde fugitive, cela m'a rappelé Amélie. Le besoin désespéré de validation externe, la performance du bonheur pour un public invisible. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai détourné le regard, vers la vaste et silencieuse nature sauvage. La différence était si claire. La joie qu'elle cherchait était bruyante, frénétique et fragile. La joie que j'avais trouvée était tranquille, solide et inébranlable. Ce n'était pas pour une photographie. Ce n'était pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre. C'était simplement pour moi, une paix profonde et résonnante, gagnée par le feu et la glace. Tandis que notre navire s'approchait d'un immense glacier, nous avons entendu un bruit semblable à un coup de tonnerre roulant sur l'eau. Un énorme mur de glace, plus grand qu'un bâtiment, s'est fissuré et avélé, s'écrasant dans la mer dans une explosion spectaculaire d'embrun et de mousse. La foule sur le pont a halté à l'unisson. C'était une démonstration d'une puissance immense et brute, la rupture d'une vieille forme pour laisser place à quelque chose de nouveau. J'ai trouvé que c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était comme une métaphore de ma propre vie. Tout devait se briser, tout devait s'effondrer, pour que je puisse enfin renaître. Ma vie est maintenant une tapisserie tissée de petits moments magnifiques. C'est la satisfaction d'obtenir la couleur du ciel juste comme il faut dans une nouvelle peinture. C'est le rire facile d'amis autour d'une cafetière partagée. C'est la fierté tranquille de voir les premières tomates de l'été mûrir dans mon petit jardin. C'est l'anticipation de rentrer chez moi, dans un endroit qui est vraiment le mien, un sanctuaire que j'ai bâti non pas avec de l'argent, mais avec le respect de soi. J'ai de nouveau un avenir rempli non pas d'espoir anxieux pour quelqu'un d'autre, mais de mes propres projets tranquilles et heureux. En me tenant ici, entouré par la puissance silencieuse et ancienne de ces glaciers, je comprends enfin ce que signifie trouver sa voix. Pendant tant d'années, ma voix n'était qu'un murmure, facilement ignoré et réduit au silence parce que je pensais que l'amour d'une mère devait être. Puis, pendant un court moment, elle est devenue un cri silencieux de douleur que personne d'autre ne pouvait entendre. Mais maintenant, c'est ceci. Ce bourdonnement tranquille et régulier de paix que vous entendez. Partager mon histoire, cette histoire douloureuse, difficile et finalement triomphante, a été la partie la plus importante de cette guérison. Chaque vue, chaque j'aime, chaque commentaire de vous tous dans différentes villes et pays a bâti une communauté, un cœur qui prouve que personne n'est jamais vraiment seul dans sa lutte. Votre abonnement est plus qu'un simple chiffre pour moi. C'est ma voix. C'est un signal puissant que les histoires de résilience, de vérité, et de femmes âgées qui refusent d'être mises de côté, comptent dans un monde qui peut souvent sembler si bruyant et méprisant. S'il vous plaît, aidez cette communauté, notre communauté, à devenir plus forte et à porter sa voix plus loin. Abonnez-vous, et laissez votre présence faire partie de ce cœur. Parce que peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre là-bas qui se sent invisible et réduit au silence aujourd'hui pourrait nous entendre, et trouver le courage dont il a besoin pour commencer son propre chemin de retour vers soi-même.